Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Croissante. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je vous propose un épisode en duo avec une des personnes qui m'a le plus inspirée ces derniers mois. J'ai nommé la belle Noélie Selguera, avec qui on a parlé d'astrologie, d'outils de développement personnel assez inconnus comme le Theta Healing et le tarot, les rituels de lune. Elle nous a partagé son expérience de voyage transformationnel en Australie et son yoga teacher training à Bali. Et on a discuté un peu de comment on vit notre spiritualité en général et notre énergie féminine, etc. Toutes les références citées dans ce podcast seront dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode va vous plaire autant que j'ai apprécié cette conversation avec Noélie. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute à toutes. Salut Noélie. Salut Louise. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ben ça va bien, écoute, merci de m'accueillir sur ton podcast. Non, merci à toi. Merci à toi vraiment, je suis trop contente de t'avoir pour première invitée parce que franchement je pense que si j'ai décidé de créer un podcast, c'est beaucoup lié au fait que j'ai bingé tes podcasts tout l'hiver et t'as été une des personnes qui m'a le plus inspirée cette année, donc je suis trop contente. Merci à toi d'accepter d'être là. Ben merci, ça fait plaisir. Bon, j'ai beaucoup de questions à te poser, donc on va se lancer rapidement. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce qui te rend fière de toi, et ensuite nous dire quelles sont tes activités rémunératrices. Donc moi je m'appelle Noélie, forcément. Je suis guide holistique et professeure de yoga. Guide holistique, pourquoi ? Parce que j'accompagne les femmes au quotidien à retrouver leur pouvoir, à retrouver confiance en elles, aussi à retrouver ou à trouver leur spiritualité, même si c'est assez propre à chacun et que ça doit venir de chacun, chacune. Mais voilà, j'aide les femmes vraiment, et ça va passer par des rituels de lune, par des retraites, par des accompagnements holistiques, là où je vais utiliser le yoga, le tarot, l'astrologie aussi, le Theta Healing depuis peu. Voilà, tout ce qui touche aussi à l'archétype de la sorcière, au féminin sacré, au féminin sauvage. Voilà, à peu près. Et je suis aussi du coup l'hôte du podcast Pouvoir Caché, comme t'en as parlé Oui. au début de l'enregistrement. C'est à peu près tout. C'est compliqué de se définir quand on fait 1 milliard de choses, mais pour résumer, pour être assez succincte, je pense que ça résume bien ce que je fais. Tu m'as demandé qu'est-ce qui me rend fière de moi, c'est ça ? Ouais. Je dirais de toujours sortir de ma zone de confort et de pas me contenter de ce que j'ai, de qui je suis, et toujours essayer de chercher plus loin que ça. Trop bien. Voilà. Et puis pour mes activités rémunératrices, je crois que j'en ai parlé. En fait, c'est assez rigolo, comme quand tu te définis par ce que tu fais. Ouais, c'est pour ça que j'ai élargi un peu la question. Pour Ouais, et je suis séparer tombée, un petit peu. je suis tombée dans le piège. Raté, perdu. Merde. Ok, bah non, bah c'est très intéressant. Cette idée que tu as de toujours sortir de ta zone de confort, ça fait vraiment de toi l'invitée parfaite pour ce podcast, parce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler dans cette émission.
Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, ce moment où t'as changé de direction? Je crois que à la base, t'étais étudiante en droit et puis bon, t'as totalement switché. Et Ouais. de ton voyage transformationnel en Australie, donc en version un petit peu résumée, parce que t'as fait un épisode de podcast là-dessus, donc je mettrai le lien de ce podcast-là dans les notes pour les gens qui veulent la version longue. Ouais, 45 minutes, c'est vrai. J'ai essayé de résumer du coup. Non, ouais, tu l'as très bien dit. Je pense que ça remonte à plus loin que ça, tu vois, parce que j'ai quand même un background là où j'étais sportive de haut niveau, j'étais snowboardeuse il y a quelques années de ça, et je pense que mon éveil, tu vois, il a commencé avec les nombreuses blessures que j'ai eues au genou. Je me suis fait opérer 3 fois du genou. Et il y a eu beaucoup de remises en question parce que je fonçais tête baissée dans le mur. Donc là, il y a eu une première prise de conscience par rapport à est-ce que réellement je suis faite pour ça, même si c'est mon rêve, tu vois. Au bout d'un moment, quand l'univers te fout des coups de pied au cul, faut se questionner un petit peu. Donc là, ça a été la première prise de conscience. Après, je suis retombée un petit peu dans je suis les traces qui se dessinent devant moi. Je rentre bien dans les cases, je satisfais les attentes de ma famille, de mon entourage et tout ça. Du coup, je suis partie en droit, comme tu l'as dit. Puis au bout de 3 ans de droit, ça m'a gavé. Du coup, on a décidé de partir en année de césure avec mon chéri en Australie, du coup, pendant 1 an. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. On est parti en fait, on a habité dans un van, on a eu plein de pépins mécaniques sur le van, ce qui fait qu'on a dû écourter un petit peu notre séjour. Mais pareil, du coup, c'est à chaque fois ce truc là où il y a rien qui se passe comme t'as envie, et au bout d'un moment, t'es obligé de te questionner en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? En quoi est-ce que ça m'invite à réfléchir? Par rapport à quoi? Par rapport à quelles croyances aussi que tu peux avoir? Moi, tu vois, j'étais partie en Australie un petit peu pour vivre la van life et partager mes petites photos de van life et faire la belle sur les réseaux sociaux. Ben, ça m'a calmée direct en fait. Et voilà. Et puis au-delà de ça, tu vois, ce voyage a été hyper transformateur parce que je faisais déjà des rituels de lune à l'époque, je faisais du yoga quasiment tous les jours. J'étais un petit peu connectée à tout ça, mais c'est vrai que quand j'ai mis les pieds en Australie, j'ai, au-delà de faire la pratique de se connecter à la lune, de se connecter aux énergies et tout ça, j'ai vraiment ressenti quelque chose. C'est pour ça que c'est compliqué à l'expliquer, mais tu sais, quand t'arrives quelque part et que tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui veille sur toi, tu sens que t'es observé, entre guillemets. C'est hyper bizarre, mais c'est ce qui s'est passé quand on est arrivé dans le centre de l'Australie, là où la communauté, pas la communauté, mais là où les aborigènes sont très présents encore, là où il y a vraiment, tu sais, l'énergie, leur énergie à eux, l'énergie des esprits en lesquels ils croient, qui sont très présents. Et quand on est arrivé là, qu'on est tombé en panne, on est resté bloqué 2 mois là-bas, il y a eu plein de prises de conscience à nouveau, là où je ressentais des choses, j'avais l'impression qu'on m'observait. Je me suis retrouvée dans une galerie d'aborigènes, mais vraiment c'était une cave, quoi. C'était, t'as pas envie d'y rentrer tout seul, tu vois. Et là, je me suis retrouvée devant des peintures aborigènes complètement en pleurs, à pas pouvoir expliquer pourquoi, mais parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Et je peux pas l'expliquer, c'est inexplicable, ça se ressent vraiment. Mais ouais, touchée et bouleversée par tout ce qui se passait. Donc ça a commencé là, enfin, ça s'est confirmé, ça s'est poursuivi là, et ça s'est encore poursuivi après avec ma formation de yoga que j'ai fait à Bali, du coup. D'accord. Mais voilà. Ok. Ouais, trop intéressant. Je vois vraiment bien ce que tu veux dire. Ce moment d'éveil spirituel où tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu te dis ok, je reçois un message. Ouais, complètement. T'es d'abord donc du coup devenue professeure de yoga à Bali, et puis ensuite t'as glissé sur les autres outils mystiques. Enfin, tu viens de dire que avant de faire ta formation de prof de yoga, tu faisais du yoga, des rituels de lune déjà. Mais du coup, comment ça s'est fait en fait? Comment t'as mixé en fait tous ces outils mystiques pour faire tous tes accompagnements holistiques? Quels outils tu utilises et comment t'en es venue à mixer tout ça en fait? Ouais, il y a beaucoup d'années maintenant, tu vois, j'ai rencontré une amie
avec qui je suis partie en vacances et elle était hyper connectée à la lune. Elle faisait déjà, elle, des rituels de lune et tout ça. Moi, à l'époque, je faisais déjà beaucoup de yoga. Le yoga, faut savoir que j'en fais depuis 7-8 ans, je pense. Ça fait que 2 ans que je suis prof. Donc j'avais déjà ce côté un peu spirituel par le yoga, si tu veux, philosophie du yoga. Et j'ai rencontré cette nana qui m'a initiée au rituel de lune. Donc pendant toutes ces années, j'ai continué à pratiquer les rituels de lune, à me connecter à la lune. J'avais pas d'oracle, j'avais pas de tarot, j'avais pas de pierre, tout ça. Juste, je me connectais, j'écrivais sur mon papier, je brûlais mes papiers quand j'en avais envie, je définissais mes intentions, tout ça. Et, euh, et voilà. Et puis au fur et à mesure, je suis quelqu'un d'hyper curieuse, donc au-delà de m'intéresser à la lune, je commençais à m'intéresser à quelle constellation est-ce que la lune est en train dans quelle constellation est-ce que la lune est en ce moment, au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Et au fur et à mesure, moi, j'ai continué, tu vois, à l'utiliser, mais pour moi, je le partageais pas du tout à ce moment-là. Et puis j'ai commencé à le partager, tu vois, l'année dernière, ça fait 1 an que j'ai commencé du coup à donner des rituels de lune, à organiser des cercles de lune. Et ça s'est fait parce que c'était au début du confinement en fait. Et c'était, je sais plus, je crois que c'est la nouvelle lune en bélier, je savais que ça allait être hyper fort. Et moi, j'allais faire mon rituel normal comme d'habitude. Et je me suis dit, mais en fait, ça va être super fort. Là, on est en train de vivre un truc vraiment compliqué à gérer pour beaucoup de monde. Pourquoi est-ce que je le partagerais pas? Donc ça s'est fait comme ça, cette envie de partager. Ok. Après, tu me demandes de quels sont les outils que j'utilise, si je me trompe pas, c'est ce que tu m'as demandé. Ouais, enfin, quels Euh, sont les différents outils que tu utilises dans tes accompagnements? Je sais que tu as le ouais. theta healing, yoga, lune. J'utilise... déjà, j'utilise beaucoup mon expérience de vie. Mais au-delà de ça, par rapport à des trucs un petit peu plus concrets, j'utilise l'astrologie, j'utilise le tarot, j'utilise le theta healing, j'utilise des techniques de développement personnel aussi parce que je suis quelqu'un de spirituel, mais j'ai quand même les pieds bien ancrés sur terre et pour moi, j'aime bien balancer, tu vois, spiritualité et développement personnel. Donc voilà, sur toutes sortes de thématiques. Après, j'utilise beaucoup aussi du coup l'archétype de la sorcière, j'utilise beaucoup les cycles féminins, le féminin sacré, le masculin sacré aussi. C'est des notions qu'on aborde pendant l'accompagnement, aussi du coup les chakras, forcément parce que ça donne beaucoup d'indications, même je l'utilise dans le cadre du theta healing et ça fonctionne très bien. Donc voilà, à peu près tout ce que j'utilise. Je crois que j'oublie rien. Ok. Donc en fait, tu t'es vraiment forgé une activité qui te ressemble et en mixant en fait tous les sujets qui te passionnent, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. C'est des choses que tu dois expérimenter pour toi d'abord pour les comprendre, pour ensuite pouvoir les partager avec d'autres personnes. Parce que si t'enseignes ou si tu partages des choses que t'as pas expérimenté toi-même, tu peux pas te mettre à la place des autres et savoir comment ils le ressentent et tout ça. Ok. Ouais, concernant les rituels de lune, en fait, ouais, je voulais te demander comment tu t'étais lancée, etc. Mais tu l'as bien expliqué pendant le confinement. Moi, je suis accro, en fait, à tes rituels de lune. J'adore. Enfin, c'est vraiment un moment assez intense qui m'apporte beaucoup de choses dans le moi et dans l'énergie que je suis en train de vivre en ce moment. Et en fait, j'ai lu récemment le livre de Mona Chollet sur les sorcières, la puissance invaincue des femmes. Ouais. Et en fait, on se rend pas compte à quel point les femmes ont été persécutées. Bien au-delà du mouvement MeToo, etc. Dans ce moment, on a vraiment, nous les femmes, été génocidées. On a subi des féminicides de masse lors des prétendues chasses aux sorcières qui sont dans les mêmes proportions que n'importe quel autre génocide. Et en fait, par-dessus le marché, ça a été invisibilisé et tourné en anecdotes retranscrites dans des dessins animés. Et on n'a jamais eu de reconnaissance de ces crimes. Et aussi, enfin, j'explique tout ça par rapport à l'utilité que je trouve au rituel de lune, etc. En fait, contrairement aux communautés religieuses qui ont leur moment sacré de communion entre eux pour se réunir autour de leurs valeurs et autour de leurs souffrances, etc., de leur fraternité, et de faire ce travail de mémoire et de leur trauma, nous, les femmes, je trouve que on n'a pas ça.
on communie pas ensemble. Et en fait, du coup, je trouve que les cercles de lune, les cercles de femmes, en fait, c'est des cérémonies féminines, ou en tout cas sur l'énergie féminine qui servent à ça, en fait, qui servent à communier autour de notre puissance invaincue. Et du coup, je trouve ça vraiment trop beau. Et merci à toi de partager ces moments qui nous apportent beaucoup. Et j'invite tout le monde à qui ça donnera envie de tester une fois. Merci Louis, ça touche beaucoup. Et c'est bien que tu aies fait cette précision parce que je trouve que c'est très juste ce que tu dis. Même si des fois pendant les rituels, il y a des garçons et justement, je trouve ça aussi joli qui viennent célébrer avec nous l'énergie féminine sacrée. Je trouve ça juste magnifique. Bah ouais, parce que c'est pas que les femmes qu'on a voulu massacrer, c'est l'énergie féminine en général. Ouais. Même les hommes de nos jours souffrent de ce massacre de l'énergie féminine qu'ils ont en eux. Complètement. C'est important de le rappeler. Ouais, concernant l'astrologie, moi j'ai toujours eu l'impression de communiquer avec la lune depuis que j'étais ado. Quand je vivais des moments très intenses, je la regardais, je lui envoyais des petites prières comme ça. Et en Guadeloupe, j'étais avec une femme qui elle était convaincue qu'elle venait d'Orion, et tous les soirs elle cherchait Orion dans le ciel et elle parlait en fait à cette constellation. Et toi aussi, c'est la lune ou c'est autre chose? Moi, c'est la lune, ouais. J'ai envie de te dire que c'est la lune. Pendant de nombreuses années, c'était le soleil. J'étais très... J'étais très... moi, c'est le soleil et tout ça. Et la lune, pour moi, c'était obscur. C'était... après, ça va bien avec la période de... Enfin, avec toute ma jeunesse et mon adolescence et tout ça. J'étais beaucoup dans l'énergie très solaire, très yang, très dans la compétition et tout ça. Et tu vois, moi, c'est mon grand-père qui me parlait toujours de la lune, qui me disait « Ah, regarde, là, c'est la phase croissante de la lune et tout. » Et je me disais « Mais comment il sait que la lune, elle est dans la phase croissante ?» Et du coup, je me questionnais beaucoup, tu vois, par rapport à ça. Et voilà. Mais je dirais, tu vois, que ma connexion vraiment à la lune, encore plus intensément, parce que je faisais déjà des rituels de lune depuis de nombreuses années, là où j'ai commencé, comme toi, tu vois, à envoyer des messages et tout ça, ça s'est fait vraiment en Australie quand on a vécu des moments difficiles. Je me souviens, je regardais la lune et je me disais, en fait, on n'est rien. Alors regarde la lune, regarde l'immensité du truc. T'es une petite merde au milieu de tout ça. Alors est-ce que tu peux pas juste relativiser et faire confiance que justement il y a quelque chose de plus grand qui veille sur toi? Et le fait de regarder la lune ça me remettait direct à ma place. Et je réalisais tout ça. Donc, ouais, je dirais que ça s'est fait comme ça. Ok, trop intéressant cette dualité soleil-lune en rapport avec aussi les différentes phases de ta vie. Qu'est-ce que l'astrologie peut nous apporter selon toi en tant qu'outil? À mieux se connaître, à se comprendre, à aussi pouvoir mettre des mots sur certaines choses qu'on peut pas expliquer. Astrologie, ça veut dire le discours des astres. Donc on vient observer ce qui se passe dans l'univers, ce qui se passe au niveau des astres, et on essaie de voir comment est-ce que ça se répercute sur nous, sur Terre. Et à partir de là, tu vois, quand t'as des périodes, en ce moment c'est la saison des éclipses, peut-être que tu te sens épuisé, peut-être que tu te sens affamé, peut-être que tu te sens aussi en colère en fonction de où sont placées les planètes aussi dans ton thème astral. Et avec ce qui se passe en ce moment dans l'univers, mais ça te permet de mieux se comprendre et de comprendre que parfois il n'y a pas que toi qui a un problème, mais qu'on peut l'expliquer aussi autrement. Et puis au-delà de ça aussi, je trouve que c'est formidable pour ramener ce qui se passe dans l'inconscient à la surface et lever le voile un petit peu sur nos parts d'ombre pour pouvoir se regarder en face et avancer, évoluer et devenir la meilleure version de nous-mêmes, j'ai envie de dire. Ouais, je suis complètement d'accord. Surtout un moyen d'apprendre à se connaître, même d'apprendre à connaître les autres. Je fais beaucoup je regarde beaucoup, mais aussi je regarde le thème astral de mes amis, des gens autour de moi, et ça permet de voir qu'est-ce qu'on aime chez eux, pourquoi, de trouver des petites explications comme ça, et c'est toujours intéressant de remettre en perspective. Ouais. Complètement.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, parce que je crois que j'ai un peu rien compris, le Theta Healing, et nous donner un peu des exemples concrets. Je sais pas si tu peux nous donner un peu des cas de figure de tes accompagnements, pour nous montrer concrètement comment ça aide, comment ça peut aider certaines personnes. Le Theta Healing, quand on nous l'enseigne, on nous dit que c'est une méditation. Parce que oui, ça part avec une méditation de visualisation qui te permet de plonger ton cerveau et de le brancher, si tu veux, sur la fréquence θ. Je pense que tu dois être familière avec les ondes alpha, gamma, tout ça, θ. Bref, θ, c'est une fréquence, en gros, là où ton cerveau va être plongé dans un état de relaxation profonde. T'es vraiment, pas en état d'hypnose, mais vraiment très 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 profondément à l'intérieur de toi, si je peux l'expliquer comme ça. Comment est-ce que tu branches ton cerveau sur cette fréquence-là? C'est de là aussi que ça vient Theta Healing, c'est qu'on vient se brancher sur la fréquence θ. Ça va commencer par cette méditation de visualisation qu'on va faire pour venir justement plonger dans les profondeurs et faire vibrer notre cerveau à cette fréquence-là. Une fois qu'on a fait ça, on va travailler avec l'énergie de l'univers. Donc en fait, dans le Theta Healing, tu travailles avec l'énergie, mais pas comme un magnétiseur qui va travailler avec son énergie pour défaire des blocages. Tu travailles avec l'énergie qui t'entoure. Je m'y connais pas trop en Reiki, mais je crois que c'est un petit peu le même délire. Et ça va pas du tout être comme le Reiki, là où tu vas faire des figures entre guillemets avec tes mains. Ça va être vraiment, tu sais, comme un coupeur de feu qui va prononcer sa prière pour te couper le feu. Ça va être un petit peu la même chose. Mais en gros, la personne va venir me voir parce que, je sais pas, peut-être que j'essaie de te trouver un exemple qui est déjà arrivé. Peut-être que tu vas venir me voir parce que tu as un problème avec les hommes et que tous les hommes qui entrent dans ta vie te font souffrir, te trompent et compagnie. Donc, tu arrives, tu me dis ça. Et ce qui est intéressant avec le Theta Healing, c'est qu'on va aller au-delà de ça. Tout au long de la séance, grâce à l'énergie qui m'entoure et grâce à la canalisation que je vais faire en étant dans cet état θ, on va, si tu veux, imagine que t'es un arbre, tu viens avec un problème. Ce problème, c'est une petite feuille de cet arbre. On va venir descendre le long de la branche, descendre le long du tronc, descendre dans les racines pour aller trouver quelle est la racine qui fait que cette branche et possiblement plein d'autres feuilles te posent problème dans ta vie. Donc ça peut être hyper inconfortable parce que souvent tu te rends compte qu'on va arriver à une problématique à laquelle on pensait pas du tout à la base, à des choses qui peuvent remonter à l'enfance, des choses qui peuvent relever de traumas que tu peux avoir eu dans ta vie, ou même des choses que tu peux avoir vécues dans des vies passées. Après, ça dépend vraiment des croyances de chacun et de chacune. Donc voilà, tu vois, si moi j'ai un moldu entre guillemets qui vient dans une séance de Theta Healing, je vais pas forcément lui parler de vie passée, tu vois. Un moldu. Je suis morte. Non mais tu vois, on va pas faire flipper les gens, mais petit à petit, si tu sens que ça glisse vers ce côté-là, de par la canalisation, parce que là, tu vois, c'est ce que je t'expliquais, je suis pas en train de te dire des choses, je suis en train de canaliser quelque chose, je suis juste un canal qui te retransmet ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends peut-être pendant la séance, pour toujours aller trouver cette racine. Et le but du Theta Healing, c'est de trouver cette racine, de la déraciner et de venir la remplacer par quelque chose de plus bénéfique. Donc c'est ce qu'on appelle le téléchargement, c'est ce qu'on vient faire à la fin d'une séance de Theta Healing. On vient enlever ce qui pose problème, le remplacer par autre chose, pour pas laisser un trou vide en fait qui se remplisse de quelque chose de pourri encore. Donc voilà, après tu vois vraiment c'est hyper étonnant parce que des fois t'as des gens qui viennent avec des problématiques, peut-être c'est déjà arrivé que des gens viennent parce qu'ils se sentaient paumés dans leur vie. Et vraiment, tu te rends compte qu'il y a un réel problème, je sais pas moi, par rapport au regard dans la famille, ou par rapport à ce genre de choses. Et des fois, t'as besoin de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre pour t'ouvrir les yeux sur ça.
Donc c'est ce qu'on vient faire aussi. Ok. Après avec le Theta Healing, tu peux aussi rééquilibrer les chakras. C'est ouf parce que vraiment tu peux travailler sur tout. Tu peux te connecter, par exemple pour les femmes enceintes, si la femme enceinte vient me voir parce qu'elle a envie de se connecter au fœtus dans son ventre, on va pouvoir le faire grâce au Theta Healing. Ok. Après, voilà, ça dépend de pourquoi tu viens, quelles sont tes croyances aussi, et ça c'est toujours une question que je pose au début d'une séance. En quoi est-ce que tu crois, au-delà de quelque chose de religieux? Quelles sont tes croyances? Pour que toujours ça parle à la personne. Ok. Voilà. Bah, c'est hyper intéressant. Je vais revenir à ce que tu disais au début, parce qu'en fait, là, c'est une incroyable synchronicité. Et ça me parle beaucoup, et ça me fait grave avancer ce que tu dis. Cette semaine, j'ai fait une séance avec une médium sur notamment une problématique relationnelle, ce que tu disais. Et donc, on est allé dans mes vies antérieures. Et j'avais fait aussi sur une problématique qu'on a travaillé avec cette médium, une séance d'hypnose il y a 5 ans. Et c'est vrai qu'en fait, ces techniques te font émerger à ta conscience des causes profondes dans tes vies antérieures, ou dans ta filiation, dans tes ancêtres, ce que tu as cumulé d'inconscient dans ton enfance, etc. Ça te dit la cause, mais ça ne t'aide pas à en guérir. Et là, du coup, ce que tu dis, le fait d'aller chercher la cause, mais aussi de la déraciner, et en plus de remplir le vide par quelque chose de positif, je trouve ça génial. Ouais. Et ça me donne vraiment envie de tester, du coup. Après, Trop ce qui bien. est cool, tu vois, avec le Theta Healing, c'est que moi, je suis là pour canaliser, je t'accompagne vers cette racine, vers cette problématique, mais c'est toi qui fais le travail. Et c'est ça qui est chouette. C'est pas moi qui suis en train de te dire, ah là, je sens que dans ton enfance, t'as été battue par un tel, un tel, un tel. Non, c'est toi, toute seule, qui va aller retracer dans tes souvenirs les choses qui potentiellement ont posé problème par la suite. Tu vois? Et ça, c'est toujours, tu vois, que ce soit dans le Theta Healing, que ce soit dans mes accompagnements, dans les cours de yoga et tout ça, moi, je suis là, j'accompagne les gens, je guide les gens, je fais rien. Si toi, derrière, t'as pas envie de faire le travail, ben, moi, je peux pas le faire à ta place si tu veux. Je suis là juste pour te partager des outils, pour t'accompagner à mieux te comprendre, à aussi sortir ce qui se trouve dans l'inconscient et le faire remonter dans le conscient. Mais après, si toi, tu veux rien faire derrière et tu veux pas faire le travail, ou alors tu veux pas, parce que des fois ça arrive, tu vois, que dans une séance de styling, tu sens que la personne, elle bloque. Quand t'arrives au niveau de la croyance racine, entre guillemets, la personne, elle bloque et tu sens qu'elle a pas envie d'aller plus loin. Et là, moi, je peux rien faire. Si tu veux pas y aller, on n'y va pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, enfin en tout cas moi c'est mon cas, genre ok, ça y est, j'ai pris conscience de ce traumatisme, je le visualise bien, ok, c'est ça la cause, mais maintenant qu'est-ce que je fais de tout ça? Ouais. Et là, après, je veux guérir, mais ouais. comment, qu'est-ce que je fais avec ce fardeau maintenant? Après, à la fin du detailing, ce qui est chouette, c'est qu'on va discuter ensemble pour voir justement qu'est-ce que tu peux mettre en place pour concrètement avancer par rapport à cette problématique. Parce que oui, on vient déraciner quelque chose, on vient le remplacer par quelque chose d'autre. Mais pour moi, tu sais, c'est comme la manifestation. C'est pas en disant tes vœux à l'univers que tout va tomber du ciel, non. C'est pas en restant sur ton canapé en train de bouffer tes chips que les choses vont se concrétiser, se matérialiser. Donc au bout d'un moment, tu vois, c'est donnant-donnant. Tu veux un coup de pouce de l'univers, mais il faut aussi que toi, de ton côté, tu fasses le job, quoi. Bah c'est l'équilibre yin-yang en fait. Complètement. On doit apprendre à recevoir et à être calme dans cette attente de réception, mais aussi bah ouais, il faut se lever, il faut aller chercher les choses quand même. Ouais. Mais avec ce savant mélange pour que les choses se fassent bien. Ok, bon, trop intéressant. Je sais que tu as un nouveau projet concernant le tarot dans tes actus que tu vas bientôt annoncer. Donc concernant le tarot, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Je sais pas, peut-être des gens ne connaissent pas un peu d'où ça vient, à quoi ça sert. Et nous dire, déjà commence par nous dire un petit peu ce que c'est, brièvement. Ouais.
Je poserai ma Le, deuxième question après. le tarot, c'est un médium artistique. Et quand je dis médium, attention, c'est pas là pour prédire quoi que ce soit. Moi, je le vois pas du tout comme ça, le tarot, et je pense que c'est... Après, je critique pas ni rien, mais je pense que c'est erroné de penser que c'est là pour te prédire quelque chose, pour répondre à tes questions. Pour moi, c'est là pour te faire te questionner, pour que toi, tu trouves toi-même les réponses à tes questions, si tu veux. Bref, le tarot, c'est un médium artistique, c'est quelque chose qui est assez ancien. C'est à la base, tu sais, les jeux de cartes, ils sont apparus en Chine et après avec les routes de commerce, c'est arrivé en Italie et c'était toujours, tu sais, les jeux de cartes basiques. Enfin, dans l'idée du jeu de tarot, c'est t'as du coup pique, as, cœur et trèfle. Tu sais les couleurs les familles entre guillemets dans les jeux de cartes. Et c'est arrivé comme ça et petit à petit, ça a commencé à migrer, notamment grâce au Golden Dawn, qui était une association entre guillemets qui a mysticifié, je sais pas comment on dit, mais qui a rendu le tarot mystique et qui a commencé à y voir des connotations religieuses, des messages de l'ordre mystique en fait tout simplement. Et voilà, donc on a souvent tendance à croire que le tarot, c'est le tarot de Marseille, alors qu'en réalité, le tout premier tarot à être apparu, tarot mystique en tout cas, c'est le Smith Rider-Waite. Donc c'est celui qui est imagé. Si t'as déjà fait les rituels de lune, c'est celui que j'utilise à chaque fois. Ok. Donc ça a été le tout premier. Après, au fur et à mesure, il y a eu le tarot de Marseille qui s'est développé. C'était pas exactement à Marseille, mais c'était dans les environs de Marseille. Mais voilà. Ça, les premiers écrits, tu vois, mystiques par rapport au tarot, ils remontent quand même, j'ai plus les dates exactes, mais je crois que c'était début 1900, quelque chose comme ça. Et ça remonte à là, mais de là à ce que l'utilisation, parce que tu sais, c'était enseigné, c'était pas tellement écrit, c'était plus partagé de personne à personne, de maître à élève. Donc voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup d'écrits. Le tarot, moi, comment je m'en sers au quotidien, ça va être pour, encore une fois, comme avec l'astrologie, lever le voile sur mes parts d'ombre, sur mes problématiques, au-delà de chercher des réponses à mes questions ou au-delà de chercher une prédiction de ce qui va se passer ou quelque chose comme ça, c'est vraiment moi pour me forcer à ouvrir les yeux sur certaines situations, sur certains comportements aussi. Et c'est comme ça aussi que je l'utilise avec d'autres personnes quand je fais des tirages, c'est vraiment pour te redonner le pouvoir à toi de faire des changements, de faire avancer les choses. Moi, je suis là, je t'ouvre les yeux avec les cartes et derrière, encore une fois, c'est à toi de faire le travail. Mais déjà, je pense que quand tu ouvres les yeux sur certaines choses, le travail, il commence à se faire. Je sais pas si je suis partie un petit peu dans tous les sens. Non, mais c'est super intéressant. Et du coup, si je me dis, ok, j'achète un jeu de tarot demain, comment je peux l'utiliser ? Comment j'apprends à l'utiliser ? Déjà, parce que je l'ai pas dit, mais on différencie bien le tarot et l'oracle. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais le tarot, tu sais, c'est comme je te disais, c'est très traditionnel, c'est-à-dire que ça change jamais. C'est toujours le même nombre de cartes, c'est toujours le même nombre d'arcanes majeurs, le même nombre d'arcanes mineurs, et c'est toujours les mêmes arcanes majeurs, les mêmes arcanes mineurs. Quand je dis arcanes majeurs, arcanes mineurs, tu sais, c'est As de bâton, 2 de bâton, 2 de pique, 3 de pique, non, je suis en train de repartir dans les cartes normales, d'épée et tout ça. Donc, tu sais, dans le tarot, t'as bâton, épée, coupe et pentacle, ou denier, ça dépend comment t'appelles ça. Et ensuite, t'as les arcanes majeurs, donc avec tout ce qui va être la grande prêtresse, le fou, le magicien, la mort, tout ça. Ça, c'est vraiment le tarot. C'est toujours les mêmes cartes. Avec un oracle, et je tiens à le préciser parce que des fois, des gens viennent me parler et en fait, ils me parlent d'oracle, mais en disant tarot.
Alors, c'est pas du tout la même chose. Un oracle, toi, si tu veux créer un oracle, tu peux créer ton oracle, je sais pas moi, des fées ou de ce que t'as envie. Tu mets ce que t'as envie dans ton oracle, tu mets les significations que t'as envie. C'est vraiment beaucoup plus personnel un oracle. Et du Ouais, coup, ça ok. dépend vraiment des oracles, mais je trouve que tu peux moins aller en profondeur dans certaines thématiques. Après, ça dépend vraiment de l'oracle que tu vas choisir. Mais voilà. Pour revenir sur ta question, du coup, quand tu utilises le tarot, quand tu vas commencer à l'utiliser, ce qui peut aider, il y a souvent des personnes qui disent de tirer une carte par jour. Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup parce qu'une carte par jour, ça te laisse pas le temps d'assimiler la signification de la carte et comment toi tu vas la ressentir. Moi, un truc qui est cool à faire, je trouve, c'est de tirer une carte par semaine. Et tout au long de ta semaine, tu vas voir comment est-ce que cette carte est en train de prendre vie dans ta vie, sur quelle problématique elle te pousse à réfléchir. Comme ça, pendant toute ta semaine, t'as vraiment le temps, tu vois, d'écrire dans ton Ok. journal et tout ça. Et pareil, un truc qui est intéressant à faire, c'est de tenir un journal de tarot. Donc à chaque fois que tu te fais un tirage, tu vas venir écrire comment est-ce que tu as vécu ta carte. Parce que c'est ça Ok. aussi qui est intéressant, tu peux pas retransmettre des messages si toi t'as pas vécu la carte. Après, tu vas voir, il y a beaucoup de cartes qui vont sortir qui seront toujours les mêmes pour toi. Et du coup, tu vas pas expérimenter les autres cartes. Donc c'est aussi important je trouve, dans un premier temps, feuilleter ton deck, feuilleter tes cartes, et pour chaque carte, t'essaies de voir avec les images, avec les symboles qu'il y a sur la carte, qu'est-ce que ça éveille en toi, à quoi est-ce que ça te fait penser. Et ensuite, peut-être chercher la signification de la carte. Je pense que c'est déjà chouette de faire comme ça. Voilà. Je sais pas si ça a répondu à ta question. Ouais, ouais, grave. Je connaissais pas ces techniques. Enfin, je pensais qu'il fallait tout de suite faire des tirages avec plusieurs cartes et tout. Donc, Non, je pense ouais, qu'au c'est pas début, mal c'est bien de faire déjà pour avec une commencer. carte, tu vois. De se familiariser aussi avec les cartes dans un premier temps. Et après, si t'as envie de te faire des tirages, je sais pas moi, à 3 cartes, pour passer à l'étape au-dessus, euh, ça va être plus de te sensibiliser avec les bonnes questions à poser au tarot. Donc, pas des questions fermées, mais des questions ouvertes. C'est-à-dire pas des questions, là, on va pouvoir répondre que par oui ou par non, mais des questions ouvertes. Par exemple, si t'as une question, si tu viens me voir et que tu me demandes est-ce que ça va se terminer avec mon chéri? Parce que tu sens qu'il y a des tensions dans ton couple. Ça, direct, je te dis stop, on va reformuler Ouais. ensemble, et on reformulerait ça comme peut-être qu'est-ce que je pourrais faire après, ça dépend si t'as envie de te séparer de ton mec ou pas, mais dans l'idée, si t'as envie de rester avec ton chéri, on va peut-être reformuler, ok, qu'est-ce qu'au quotidien je peux faire pour renforcer ma relation avec un tel. Et là, on va Ok. tirer une carte. Donc là, tu vois que tu vas beaucoup plus pouvoir interpréter la carte, trouver des messages, peut-être tirer d'autres cartes pour approfondir la carte que tu viens de tirer aussi. Voilà comment je conseillerais en tout cas de commencer avec le tarot. Ok. Bon, bah, je pense que je vais m'en procurer un bientôt et je vais tester ça. Mais d'ailleurs, où acheter un jeu de tarot? Comment, en fait, je voulais qu'on parle un peu de consommation spirituelle. Où est-ce que tu te procures ton tarot, tes pierres, tes cristaux, etc. Parce que j'ai écouté il y a pas longtemps le podcast de Constance Chenot, Let's Talk About. Mhm. Que je mettrai en note du podcast aussi, où en fait elle explique, bon déjà elle parle un peu du fait que non, la spiritualité ça s'achète pas, c'est pas parce que t'as plein de cristaux, de tarot que t'es plus spirituel qu'une autre. Et aussi elle met, elle dit de faire attention à ce qu'on achète parce que bah notamment les cristaux, t'as 50% de chance de te faire arnaquer, de tomber sur un site bullshit et d'acheter un truc avec des cristaux qui sont extraits par des gens maltraités, ambiance esclavage moderne, donc niveau Ouais. vibration, merci quoi. Donc est-ce que t'as des tips un peu pour consommer tout ça de manière éthique, des boutiques que tu voudrais valoriser, je sais pas. Je suis pas une très grande consommatrice, donc très honnêtement, j'ai aucune boutique à te conseiller. Ouais. J'ai un tarot et un oracle dans la bibliothèque, entre guillemets. Ça dépend après où est-ce que chacune habite. Moi, je sais que je suis à Toulouse et il y a une librairie ésotérique, là où il va y avoir plein d'oracles, plein de tarots, tout ça.
Donc je pense que si dans vos villes, vous avez ce genre de choses, ça peut être chouette aussi parce que vous allez pouvoir potentiellement vous faire conseiller si jamais vous avez envie d'acheter un oracle, par exemple. Ça peut être chouette. Après, pour les pierres, franchement, dans ma vie, j'en ai acheté 5, je crois. Et toutes les autres, elles appartiennent à un vieux tonton, à mon chéri qui est décédé. Et du coup, j'ai récupéré les pierres. Ah, ok, trop bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai plein de pierres. Mais en fait, de toutes ces pierres, j'ai dû en acheter que 5. Et je les avais trouvées en Australie dans un magasin de pierres. Déjà, je te rejoins complètement sur le fait que être spirituel, ça veut pas dire avoir 1 milliard de pierres, 1 milliard d'oracles, 1 milliard de trucs, machin. Pas du tout. Déjà, être spirituel, ça veut dire être ouvert à quelque chose de plus grand et faire confiance à cette chose plus grande que nous, mais aussi se questionner par rapport à tout ce qui nous entoure. Pour moi, si je devais le définir, c'est ça, être spirituel. Donc après, tu vois, tous ces trucs, toutes ces pierres, tous ces oracles, ces tarots, c'est des outils. Et libre à chacun, chacune de vouloir les utiliser. Après, comme tu dis, quand on les utilise, attention à l'utilisation qu'on en fait. Mais après, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut faire déjà attention à la provenance des pierres. Si jamais vous avez envie d'acheter des pierres, et bien vous renseigner en amont aux pratiques qui se font, aux méthodes d'extraction des pierres dans différents pays. Faire attention à ça, se renseigner, c'est comme d'habitude, tu sais, c'est le travail de chacun de se renseigner sur ce que vous faites, sur ce que vous allez acheter. Et en ligne, je pense que j'irai pas commander des pierres en ligne, honnêtement. J'essaierai plutôt de trouver des magasins spécialisés dans les pierres, des petites boutiques tenues par des personnes qui sont passionnées, tu vois. Ouais. Et vraiment pas hésiter à questionner la personne, lui demander d'où vient la pierre, est-ce qu'elle est au courant des méthodes d'extraction et tout ça pour bien faire attention. Déjà aussi voir si la personne s'y connaît réellement. Moi, je rentre dans un magasin, je pose ce genre de questions à la personne et je sens qu'elle divague un peu et je lui demande la signification d'une pierre, je sens que c'est un peu louche, je sors. Ok. Voilà. Je pense aussi c'est l'intuition de chacun, chacune par rapport à ce genre de choses. Après, comme je te dis, j'achète pas de pierre ni rien, donc je pourrais même pas te conseiller un magasin ou quoi parce que j'ai pas testé, donc je conseille pas des choses que j'ai pas testées. Mais voilà, renseignez-vous bien en amont en tout cas, si c'est un conseil que je peux donner par rapport à ça. Ouais, puis du coup à retenir, c'est Internet pour ce genre de trucs, faut quand même éviter quoi. Ouais, je pense, honnêtement. Ouais. Ok. Pour un petit peu terminer, faire une petite boucle pour cette interview, c'est quoi la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie ? Il y en a plein, franchement, il y en a trop plein, mais une du coup qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui, c'est de me former au yoga, je pense. Voilà, même s'il y en a eu plein d'autres des très importantes, je pense que c'est celle qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui en fait. Ouais. Tout simplement. Comment ça s'est fait ? Parce qu'il me semble que tu l'as fait à Bali, donc ça me parle beaucoup parce que moi aussi je veux faire une formation de prof de yoga à Bali. Comment t'as fait pour la choisir ? Comment ça s'est passé ? Le déclic que j'ai eu pour me former ? Ouais. Un peu. Je suis hyper curieuse, comme je te disais, donc j'ai découvert le yoga, j'ai commencé à lire des livres, à me questionner sur la philosophie et tout ça. J'avais une pile de livres, je faisais que lire. Et on est arrivé en Australie, en fait, je continue à faire ma pratique, je partageais des petites vidéos de ma pratique sur les réseaux sociaux. Et un jour, j'ai été off sur un jour où j'étais censée travailler, j'étais assise sur la plage, j'étais en mode grosse déprime avec mes petits écouteurs dans les oreilles, j'étais en train d'écrire dans mon journal intime et là j'entends derrière moi Noélie et je me retourne et je me dis c'est qui ces foufous à l'autre bout de l'Australie qui viennent me parler et je me retourne et c'était des gens que je connaissais pas du tout, qui sont devenus par ailleurs mes amis et voilà, et au fur et à mesure de la discussion, ils m'ont demandé de leur donner un cours de yoga parce qu'ils voyaient que je faisais mes flows et tout ça. Et je leur ai dit oui.
parce que je me suis sentie super con. Et après, je me suis dit, mais t'es pas prof de yoga, tu te prends pour qui? Et en plus, à l'époque, je commençais à sortir un petit peu de ma timidité. Et du coup, j'ai dit oui et j'ai regretté. Et le lendemain matin, je me suis retrouvée à donner ce cours de yoga et en fait, je me suis éclatée. C'était trop cool. Et après, j'ai commencé à en donner du coup à mes potes australiennes. Et, et je m'éclatais juste en fait de partager toutes ces choses qui me passionnaient et que je gardais pour moi jusque-là. Et du coup, quand il nous est arrivé notre pépin dans le milieu de l'Australie, qu'on a cassé notre van et que on a dû taffer pendant 2 mois pour regagner de l'argent pour pouvoir partir, parce qu'on pouvait plus faire le trip qu'on avait envie de faire, ça allait nous coûter beaucoup trop cher. Donc avec mon chéri, on a décidé de partir 2 mois en Indonésie. Et il m'a dit, mais t'as trop kiffé enseigner le yoga, pourquoi tu te formes pas au yoga? On va passer 2 mois en Indonésie, profites-en pour te former pendant 1 mois au yoga à Bali. Et du coup, l'idée est venue de lui, tu vois, même si moi, je le sentais. Et mais en même temps, tu vois, je me disais, si je me forme au yoga, j'arrête la fac de droit et je vais potentiellement décevoir beaucoup de personnes dans mon entourage, donc c'était beaucoup de questionnements aussi. Et voilà. Et puis au final, c'était une des meilleures décisions de ma vie. Et pour répondre à ta question, comment est-ce que j'ai trouvé ma formation de yoga? J'ai cherché sur le site de Yoga Alliance, qui est l'organisation internationale du yoga. J'ai cherché sur ce site, je lisais beaucoup d'avis, de commentaires. Je suis allée voir aussi sur leur Instagram pour voir un petit peu l'image qu'ils renvoyaient et tout ça. Et puis après, je pense que pour choisir sa formation de yoga, c'est important de choisir une formation qui reprend bien les bases. Parce que souvent, je vois des gens qui font des formations, et encore, je blâme personne, mais là où on va te faire... Parce que déjà, pour faire une formation... souvent, on te demande même pas depuis combien de temps tu fais du yoga, si t'as les bases et tout ça. N'importe qui peut s'inscrire dans une formation de yoga. Et du coup, quand t'arrives dans la formation de yoga et qu'on t'enseigne à faire des shirshasana, donc des headstands, des postures un petit peu folklore, sans reprendre les bases, je me dis, là, il y a un problème. Ouais. Il y a un réel problème parce que sans les bases, tu peux pas enseigner le reste, tu peux pas apprendre le reste, t'as vraiment besoin des bases. Et moi, ce que j'ai apprécié avec ce yoga teacher training, c'est qu'on a repris toutes les bases. On nous a pas fait faire des flying pigeons, on nous a pas fait faire des handstands, on nous a pas fait faire des postures de fou. On a repris toutes les bases, mais crois-moi qu'à la fin du yoga teacher training, j'avais gagné une force dans les mains, dans les doigts, dans les bras, qui faisait qu'en fait, les postures un petit peu plus avancées, j'étais capable de les faire parce que j'avais construit ma pratique grâce aux bases. Et ça, maintenant, avec le recul, je me dis que c'est hyper important de faire attention à ça. Et puis ouais, regarder les avis des gens, regarder aussi les choses qui vont être enseignées dans le yoga teacher training, parce qu'il y a différentes thématiques qui peuvent être abordées dans différentes formations. Moi, je vois dans la mienne, tu vois, ce qui était cool, c'est que ils faisaient intervenir il faisait intervenir, oui, des intervenants, du coup, extérieurs à la formation. On a eu un chirurgien neurologue spécialisé en psycho-neuro-immunologie, du coup, qui est venu nous parler de ce sujet-là. On a eu un astrologue aussi qui est venu. Donc, tu vois, c'était cool parce qu'il mêlait un petit peu les trucs un peu plus perchés. Donc, astrologie, on a aussi eu une tarologue qui est venue. C'était un peu pour titiller notre curiosité. Nous suggérer des choses, après t'accroches pas. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, tu vois, c'est quand il y a eu l'intervention de médecins, de spécialistes et tout ça. On a eu aussi un médecin ayurvédique qui a été intervenu. Donc c'était ultra chouette, je trouve, très complet. Et voilà, mais après c'est à chacune aussi par rapport à votre intuition, par rapport aux valeurs ensuite que vous avez envie de communiquer. Moi je sais, tu vois, là aussi la formation que j'ai fait, on était que 7 filles, je crois, 7 ou 8 filles dans la formation. Donc c'était hyper cocooning. La prof avait le temps de s'attarder sur chacune, de nous ajuster. On faisait des cercles de parole. Enfin vraiment, ça a été encore, faudrait que je fasse un épisode de podcast sur ça, mais ça a été hyper transformateur, cette formation-là. Ok. Bah ouais, je t'encourage à faire un épisode là-dessus. Hein. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup d'entre nous.
Et ouais, par rapport au yoga, même sans vouloir faire un teacher training, juste dans ta pratique, si t'as envie de faire du yoga, commence pas à te dire, ok, mon objectif c'est dans 1 mois, je me mets sur la tête. Bah non, parce que tu vas pas tu vas pas y arriver, tu vas te sentir comme une merde, et en plus de ça, tu vas te blesser, et tu fais pas du yoga là, tu fais de la gymnastique pour ton ego. Et c'est vrai que c'est vraiment en répétant les bases et en étant humble que effectivement de semaine en semaine ta force elle se et tu te transformes en fait, et là t'arrives à faire quelque chose effectivement, et t'arrives à non seulement rentrer dans des postures avancées et un peu fancy, mais en plus de ça c'est pas juste que t'auras réussi à la faire pour la photo, mais t'auras senti dans ton corps les bienfaits profonds que cette posture peut éventuellement t'apporter. Complètement. Donc voilà. Sinon, pour revenir de façon plus générale à ce que tu disais, et ce que je voudrais que les auditeurs retiennent, c'est effectivement, toi, t'étais en droit et ça te faisait chier, et tu t'es dit, oh là là, tu t'es culpabilisé de vouloir changer de voie, mais au final, maintenant, t'es passé au-dessus de ça, de ce que les autres allaient penser. Et un peu de ce gâchis, j'imagine, parce que tu t'es dit putain, j'ai gâché 2 ans de ma vie à la bibliothèque à bûcher sur des trucs de droit. Et pas tellement, au final, ça, tu vois. Ouais. Pas tellement, parce que je suis hyper curieuse, et je pense que ça a fait aussi que je sais comment travailler maintenant, tu vois, j'ai une structure. Et puis aussi, ça m'a remise à ma place, parce que j'ai fait toute ma scolarité, comme je t'ai dit, en sport-études. On était un petit peu les stars et tout. Et du coup, quand je suis arrivée à la fac de droit, ça m'a grave remise à ma place. C'était personne au milieu de cette foule. Donc déjà, ça m'a beaucoup apporté. Mais aussi, ça m'a apporté le fait de savoir comment travailler. Tu vois, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Je pense que si j'avais pas ce cadre que la fac m'a apporté, je pourrais très facilement partir dans tous les sens. Et puis même, c'est des connaissances que t'acquiers qui sont juste magnifiques, quoi. Donc le regretter, non, je pense pas, parce que ça fait aussi la personne que je suis aujourd'hui. Non, t'as grave raison. La moralité, c'est que peu importe où vous en êtes dans votre vie, si vous avez envie de changer de voie, dans tous les cas, ça n'a pas été du temps perdu, et ça peut être que la meilleure décision de votre vie, de vous réaligner et de vous transformer, et d'aller de l'avant, et de prendre des virages à 180 degrés. Voilà, c'était le mot que je voulais transmettre pour rendre hommage à tout ce que tu nous as dit. Ouais, ça reprend bien ma vie aussi. Yes. Bon, Noélie, j'ai posé toutes mes questions, donc on va pouvoir terminer cette interview. Donc je mettrai toutes tes références, ton compte Instagram, ton podcast Pouvoir Caché, ton site internet dans les notes du podcast, pour que les gens puissent suivre ce que tu fais et tous tes beaux projets à venir. Merci encore beaucoup d'être venu ici. Et puis merci à toi. Je te souhaite une très bonne journée, et puis à bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux, et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner, et si tu es sur Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi, et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!